CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous présente un autre album publié par l'Institut européen des musiques juives de Paris dans sa collection classique en 2016. Ce sont des mélodies hébraïques pour violoncelle et piano par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Cet album regroupe 30 mélodies inspirées de thèmes liturgiques, chassidiques, yiddish, judéo-espagnol. Outre la qualité des musiciens qui interprètent ces morceaux, ce qui nous intéressera particulièrement tout au long de cette émission sera la diversité du répertoire choisi, les divers compositeurs que nous serons amenés à découvrir ou redécouvrir grâce à ce choix. Cela nous donne l'occasion de s'offrir un petit cours d'histoire de la musique, et je suis tout particulièrement sensible à la part belle qui a été consacrée aux compositeurs français. Et je vous propose de commencer par découvrir le compositeur Leo Algazi, qui est né en 1890 à Epouresti en Roumanie et décédé à Paris en 1971. Du fait qu'il est venu en France très jeune, il est considéré comme un musicien français. Il fait ses études rabbiniques au séminaire israélite de France et il obtient son diplôme de rabbin en 1922. Dès l'enfance, il montre des dispositions pour la musique et en 1922, il part en Autriche pour étudier avec Arnold Schoenberg et surtout Hans Eisler, qui est un des collaborateurs de Bertolt Brecht. De retour à Paris en 1924, il entre au conservatoire et en 1928, il écrit la musique de scène de la pièce Le Dibouk. En 1929, il crée une émission radiophonique intitulée La Voix d'Israël. Et finalement, en 1936 ou 1937, il devient le chef de chœur de la grande synagogue de la Victoire à Paris. Pendant la guerre, les Algazi ont eu la chance de pouvoir se réfugier à Lyon d'abord, puis en Suisse. Et après la guerre, il reprend ses activités musicales et les multiplie puisqu'il devient éditeur de musique, enseignant, écrit de nombreux articles sur la musique juive en plus d'être compositeur et chef de chœur. C'est aussi lui qui réunit le premier congrès international de musique juive à Paris en 1957 et initie le premier colloque des intellectuels juifs de France. Nommé directeur de la musique des temples consistoriaux en 1961, il s'éteint en 1971. Personnellement, je connaissais Léon Algazi par ses harmonisations de chants séfarades datant de 1958. Mais il laisse une œuvre protéiforme. De nombreuses compositions en caractère liturgique ou folklorique, dont son service sacré, des suites orchestrales, des psaumes, de la musique de film ou pour le théâtre et des harmonisations de chants traditionnels. Il a été un des tout premiers compositeurs juifs européens à s'intéresser à harmoniser des chants séfarades. Mais restons avec cet album et écoutons l'harmonisation d'un chant traditionnel yiddish, Sei gesund, qui signifie littéralement « sois en santé » et qui s'emploie pour dire au revoir, en particulier à ceux qui partent pour un long voyage. C'était Zeit gesund, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth.
Un autre parmi les rares compositeurs juifs français est Fernand Halpern. Il est né en 1872 et mort à l'âge de 45 ans en 1917 d'une maladie contractée à la guerre. Il vient d'une famille de la grande bourgeoisie d'affaires passionnée d'art. Il apprend le violon tout jeune et étudie la composition avec Gabriel Fauré. En 1888, à l'âge de 16 ans, il entre au Conservatoire de Paris dans la classe de Jules Massenet, aux côtés de musiciens tels Reynaldo Hahn, Charles Koechlin ou Georges Enesco. Et en 1896, il obtient le second prix de Rome. Il a été très prolifique car il laisse une œuvre de près de 100 mélodies, plus de 30 pièces pour piano, un trio à cordes, un trio avec piano, des suites d'orchestre, une symphonie, une féerie lyrique en un acte, intitulée Le Cor fleuri, un hymne pour la synagogue et 2 pièces instrumentales inspirées de chants traditionnels. Pendant la guerre de 14-18, il est chef de musique d'un régiment d'infanterie et c'est là qu'il contracte la maladie qui l'emportera en 17. Nous allons entendre une des 2 pièces instrumentales inspirées de la tradition hébraïque, Andante religioso. Elle est calquée sur l'air de la prière du vendredi soir, Veshomru, chantée dans les synagogues consistoriales françaises de rite ashkénaze.
C'était Andante Religioso interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Juste pour changer un peu d'univers, je vous propose de nous tourner vers Joseph Achron, qui est un musicien d'origine lituanienne. C'est un peu un enfant prodige. Né en 1886, il a commencé l'étude du violon à l'âge de 5 ans et donné son premier concert à l'âge de 7 ans. Il fait des tournées pendant son enfance, puis il entre au conservatoire de Saint-Pétersbourg en 99. Il termine en 1904, mais s'il a composé quelques pièces avant cela, on peut dire que c'est en 1911 que commence sa carrière de compositeur. D'une part, il devient membre de la Société de musique populaire juive de Saint-Pétersbourg, fondée en 1908, dont l'objectif est de recueillir et d'harmoniser, puis de donner en concert des mélodies et des chansons juives russes, et c'est là qu'on retrouve des compositions qui commencent à compter. Rappelons que nous sommes à un moment historique particulier, c'est le réveil des nationalités et des particularités nationales. C'est le moment où l'Allemagne et l'Italie se constituent en tant que pays. C'est le moment où les compositeurs dans toute l'Europe partent dans les campagnes recueillir les chants populaires traditionnels comme Tierso et Canteloube en France, Bartók et Kodály en Hongrie, Hansky et Beregovsky en Russie et bien d'autres. Revenons à Joseph Achron. Il cherche à développer un courant de la musique classique russe qui intégrerait et développerait des éléments et caractéristiques de la musique juive, mode, rythme, tournure. Et il commence alors à composer des œuvres dans un style romantique hébraïque. Puis il fait son service militaire de 1916 à 1918 pendant la Première Guerre mondiale et ensuite il sillonne l'Europe et le Proche-Orient pour plus de 1000 concerts entre 1919 et 1922. Là, il s'installe à Berlin, puis part en Palestine, un petit moment avant d'émigrer aux États-Unis en 1925. Là, il enseigne, continue à composer, mais s'orientera vers la musique de film, et dans ses dernières œuvres, il s'intéressera beaucoup à la polytonalité et la musique sérielle. Il décède à Hollywood en 1943. Nous allons entendre Canzonetta, qui est une adaptation musicale d'un poème d'Abraham Yitzhak. C'est une chanson pour voix et piano à l'origine qu'il a écrite en 1922, puis remaniée pour violon ou violoncelle et piano en 1923. C'était Canzonetta interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Bien que la polytonalité ne soit devenue centrale dans ses intérêts que plus tard, déjà dans cette œuvre on en sent les prémices. Mais revenons doucement vers la France en faisant un petit arrêt par la Suisse avec le compositeur helvético-américain Ernest Bloch, né à Genève en 1880 et mort en 1959 à Portland, aux États-Unis.
Compositeur et violoniste, il étudie le solfège avec Émile Jacques Dalcroze, puis le violon, d'abord à Genève, puis à Bruxelles, et la composition à Francfort-sur-le-Main, parce qu'il choisissait avec soin ses professeurs et allait là où ils étaient. En 1903, il passe un an à Paris où il rencontre Claude Debussy. En 1904, de retour à Genève, il commence à composer son opéra Macbeth. En 1909 ou 1910, il est chef d'orchestre à Lausanne et à Neuchâtel, avant de s'installer aux États-Unis en 1916. À partir de 1917, il devient professeur de composition à Cleveland, puis à San Francisco, où il est directeur du conservatoire entre 1925 et 1930. Il prend la nationalité américaine en 1924. Il revient en Europe entre les années 30 et 39, mais retourne en Amérique avec la montée du nazisme. De 42 à 52, il enseigne à l'université de Berkeley, en Californie. Lui aussi a été très prolifique, et son œuvre juive est très importante, mais dans une optique différente de celle de Joseph Achron. Écoutez ce qu'il en dit. « Il n'est pas dans mon intention ni dans mon souhait de travailler à la restauration de la musique juive. Je ne veux pas baser ma musique sur des mélodies plus ou moins authentiques. Je ne suis pas archéologue. Je crois que la chose la plus importante est d'écrire de la musique sincère, bonne, la mienne. Ce qui vraiment m'intéresse est l'esprit hébraïque, cette âme complexe, ardente, agitée, que la Bible fait vibrer en moi. La vigueur des patriarches, la violence du livre des prophètes, l'amour brûlant de la justice, la douleur et la grandeur du livre de Job, la sensualité du cantique des cantiques. Son œuvre est profondément marquée par son identité juive. Et il y a 3 extraits de la suite From Jewish Life, écrite en 1924, l'année où il prend la nationalité américaine, sur cet enregistrement. Et j'ai le plus grand mal à choisir lequel vous faire entendre, ils sont tous magnifiques. Je vais me décider pour le deuxième, intitulé Supplication. Remarquez comment Ernest Bloch exploite toute l'étendue des sonorités du violoncelle. C'était Supplication, extraite de la suite From Jewish Life de Joseph Achron,
interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Retournons maintenant à un compositeur français, sans doute le plus connu des compositeurs classiques juifs français, car il le revendiquait haut et fort, Darius Milhaud. Il se définit comme français né à Aix de confession israélite. Darius Milhaud est issu de l'une des plus vieilles familles juives de Provence, originaire du comtat venessin. C'est une région du Vaucluse où vivent depuis des siècles des familles juives, surnommées les Juifs du Pape, dont la famille Milhaud. Les Milhaud comptent par ailleurs toutes sortes de célébrités, dont Marcel Dassault et Pierre Vidal-Naquet, et plus tard, son fils Daniel Milhaud qui sera artiste peintre. Darius Milhaud est l'unique fils d'un négociant en amandes et d'une mère née à Marseille. Ses parents sont musiciens amateurs et sa mère connaît bien les chants religieux. Darius montre des dons précoces, tout d'abord pour le violon et la composition. À 17 ans, en 1909, il va à Paris pour étudier au Conservatoire de Paris jusqu'en 1915. Parmi ses professeurs, on trouve Paul Ducasse pour l'orchestration. Ces années sont l'occasion de multiples rencontres sur le plan musical et littéraire. Il se lie d'amitié avec les musiciens Georges Auric et Arthur Honegger. Sa rencontre avec André Gide exerce aussi une influence importante dans sa vie. Atteint de rhumatisme, Darius Milhaud est réformé. Il compose dans ces années des musiques de scène, notamment sur la trilogie Orestie d'Eschyle, traduite par Claudel, avec qui il devient ami. Il recourt alors à la polytonalité, ce qui devra rester comme l'une des caractéristiques principales de sa musique. Claudel, nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro, propose à Milhaud de devenir son secrétaire. Milhaud accepte. Il s'enthousiasme alors pour les musiques sud-américaines qu'il insère dans les ballets L'homme et son désir, composé entre 1918 et 1921, et Le bœuf sur le toit, composé à peu près au même moment, ainsi que dans la suite de danse Saudades do Brasil. De retour à Paris, il est associé au groupe des Six constitué de Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Germaine Taillefer. Le mentor de toute cette équipe est l'écrivain et graphiste Jean Cocteau. Avec eux, il écrit notamment la musique des Mariés de la Tour Eiffel en 1921, unique œuvre collective du groupe des Six sur un argument de Cocteau. Il est chef d'orchestre, critique musical, conférencier et voyage abondamment, notamment aux États-Unis en 1922 où il découvre les rythmes du jazz qui vont profondément l'influencer pour son ballet La création du monde. Il continue à écrire plusieurs opéras sur des livrets de ses amis. Il s'intéresse également au cinéma et compose pour le cinéma. Toutefois, ses compositions jouissent d'un succès mitigé et son opéra Maximilien est accueilli fraîchement à l'Opéra Garnier. Sa production reste prolifique jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il doit fuir la France occupée, cumulant l'inscription sur 2 listes de proscription, dit-il, comme juif et comme compositeur d'art dégénéré. En 1940, il part pour les États-Unis où il trouve un poste de professeur de composition au Mills College d'Oakland. Milhaud y aura notamment comme élève le pianiste de jazz Dave Brubeck et les fondateurs du minimalisme américain Steve Reich et Philip Glass. Après la guerre, il retourne en France en 1947 et se voit offrir un poste de professeur de composition au Conservatoire de Paris. Il alterne donc entre Paris et Oakland aux États-Unis jusqu'en 1971, sans parler de ses autres activités, mais son activité créatrice est ralentie. Sa carrière est couronnée en 1971 par un fauteuil à l'Académie des Beaux-Arts. Il s'éteint le 22 juin 1974 à Genève à l'âge de 81 ans. Selon ses souhaits, il est enterré au cimetière Saint-Pierre, à Aix-en-Provence, sous une modeste pierre du carré juif. Sa femme, Madeleine Milhaud, lui survivra plus de 30 ans et décédera à l'âge de 106 ans. Darius Milhaud s'est intéressé à tous les genres musicaux. Opéra, musique de chant, musique symphonique, concerto, ballet, musique vocale. Il est l'un des compositeurs les plus prolifiques non seulement du XXe siècle, mais aussi de toute l'histoire de la musique. Son style mélange le lyrisme et la gaieté. Il emprunte beaucoup aux musiques folkloriques et au jazz qu'il affectionne particulièrement pour ses rythmes syncopés. Le bœuf sur le toit qui est un ballet est son œuvre la plus populaire. Parmi ses œuvres à thématique juive, notons l'opéra Esther de Carpentras et l'oratorio David, composé pour les célébrations du 3e millénaire de Jérusalem. Et sa dernière œuvre, la cantata Anima Amim, composée en 1974 sur un texte d'Elie Wiesel qui raconte les horreurs commises dans les camps de concentration où beaucoup de membres de sa famille ont péri.
De fait, l'essentiel de son œuvre vocale est à thématique juive. Nous allons entendre 2 extraits des 6 chants populaires hébraïques de Darius Milhaud, qu'il a composés en 1925. Le premier, intitulé La séparation, et le dernier, intitulé Chant chassidique.
C'était La séparation et chant chassidique de Darius Milhaud, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal 1650 AM, hébergé par Radio Gospel, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Avant de continuer plus loin, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à vous raconter toutes ces histoires de musique, mais il faut que je sois honnête, je tire tous ces renseignements historiques de Wikipédia, de mes vieux cours de musique et du très beau livret fait par l'Institut européen des musiques juives. On a entendu beaucoup de belles musiques, alors il n'est que justice de parler un peu des interprètes. Sarah Yankou est française d'origine roumaine. Elle commence au Conservatoire de Montpellier, puis est admise au Conservatoire de Paris, où elle obtient un premier prix de violoncelle. Récipiendaire de nombreuses récompenses, Sarah Yankou donne de nombreux concerts en soliste, avec l'Orchestre national de la radio roumaine par exemple, ou le Nouvel Ensemble instrumental à Paris, et fait de la musique de chambre avec le Festival de Radio France, et depuis peu, elle est violoncelle solo à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. David Bismuth, lui, est un pianiste français qui étudie au Conservatoire de Nice, puis, comme Sarah Yankou, il entre au Conservatoire de Paris. Là, il a la chance de suivre les classes de maître avec la très remarquable pianiste Maria Joao Pires. Il a une discographie assez variée et originale, car il se plaît à coupler les compositeurs de manière qui peut sembler insolite. Il accorde une place de choix à la musique française, et cela se reflète bien dans les choix de cet album. Il se produit avec de nombreux orchestres, dont l'Orchestre national de France et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, où joue aussi Sarah Yankou. Sarah a ressenti le besoin de rendre hommage à son héritage juif et a conçu cet enregistrement qu'elle dédie à ses enfants Léa et Nathan comme une continuité avec l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, historiens du judaïsme, et dans la maison desquels on chantait les chansons de fête, on écoutait la musique juive, on allait à la synagogue, etc. Alors découvrons maintenant un compositeur dont je ne connaissais jusqu'ici que le nom, Charles Valentin Alcan, pianiste et compositeur français. À l'origine, d'ailleurs, c'est Charles Valentin Morange, né le 30 novembre 1813 à Paris et mort le 29 mars 1888. Il adopte le prénom de son père comme nom de scène et ses 4 frères et sœurs feront de même. C'est un enfant prodige. Il entre au Conservatoire de Paris à 6 ans. Il étudie l'harmonie, l'orgue et le piano avec des professeurs tels que Pierre Zimmermann, qui fut aussi le professeur de Georges Bizet, de César Franck, de Charles Gounod et d'Ambroise Thomas. Rien que ça. Il obtient le premier prix de piano en 1824 et d'autres prix par la suite. C'est un pianiste virtuose qui donne ses premiers concerts dès l'âge de 12 ans, et à 24 ans on dit que c'est le meilleur pianiste français. Il devient l'ami de Victor Hugo, de Chopin, de Delacroix. Il est admiré par Liszt et est surnommé le Berlioz du piano. Mais il a des difficultés psychologiques et dès l'âge de 20 ans, il se retire de la vie publique, manifestant une forme de misanthropie. Il se consacre à la composition et donne des leçons de musique pour vivre. Il devient d'ailleurs un pédagogue réputé vers lequel les élèves de Chopin se tourneront à la mort de celui-ci. Tous les ans, il donne 6 petits concerts où il présente en intermède quelques-unes de ses œuvres au milieu d'un répertoire très classique. Il reprend les concerts en 1844 et espère succéder à Pierre Zimmermann au Conservatoire de Paris, mais c'est un autre qui sera choisi. Alors, après 48, Alcan mène une vie de plus en plus solitaire. Il meurt à 74 ans, selon la légende, écrasé par sa bibliothèque alors qu'il saisissait le Talmud. Ses compositions sont méconnues et restent encore peu enregistrées. Elles sont pourtant particulièrement originales et personnelles, mais c'est peut-être parce qu'elles sont aussi d'une extrême difficulté d'exécution. Juste pour l'anecdote, je vous précise qu'il est inhumé au carré israélite du cimetière Montmartre avec sa sœur Céleste, artiste musicienne, épouse de Mayer Marix, fabricant d'orgue et inventeur d'un harmoniflûte. C'est ça qui m'amusait. Se rattachant à la tradition de grande virtuosité de l'époque romantique, initiée par Paganini au violon, puis au piano par Frédéric Chopin et Franz Liszt, il est considéré comme un représentant français crucial de l'époque de piano romantique, malgré son manque de reconnaissance de nos jours. Il a écrit presque exclusivement pour le piano, et ce que nous allons entendre est extrait des 3 anciennes mélodies juives composées en 1854 et dédiées à une de ses élèves. Cette œuvre n'a pas été éditée du vivant de l'artiste. Le premier air est un chant du Nouvel An,
sur le texte de la prière Adon Olam. Le début fait penser au chant de Pessah, Echad Ani Yodea. Le deuxième air, que je trouve très beau, s'intitule Consolation et espérance pour le rétablissement. Malheureusement, il est très court. Il ressemble à mes oreilles au début d'une mélodie du XVIIIe siècle que j'ai apprise enfant. C'était Adon Olam et Consolation et espérance pour le rétablissement de Charles Valentin Alcan, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Continuons dans la découverte de compositeurs peu connus. Joachim Nin Kulmel est né le 5 septembre 1908 à Berlin et mort le 14 janvier 2004 à Berkeley. C'est un compositeur et pianiste américain d'origine cubaine. Fils du compositeur cubain Joaquín Nin et de la chanteuse Rosa Kulmel, il est le frère de l'écrivaine Anaïs Nin. Musicien précoce, il fut élève de la Schola Cantorum, puis au Conservatoire supérieur de musique à Paris. Il eut pour maître, entre autres, Manuel de Falla et Alfred Cortot pour le piano, et Paul Ducasse pour la composition. À partir de 1940, il enseigne au Williams College en Nouvelle-Angleterre et il fut ensuite professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Son œuvre, héritage d'une culture cubano-espagnole, comporte de nombreuses pièces pour piano, des chants populaires pour voix et piano, des œuvres symphoniques dont la Symphonie des Mystères, un concerto pour piano, un autre pour violoncelle, de la musique de chambre et de la musique sacrée. Son unique opéra, La Celestina, a été créé au Teatro de la Zarzuela à Madrid le 19 septembre 2008. Il n'est pas juif, mais il a écrit Seis canciones populares sefardíes en 1982 à la mémoire de tous les martyrs juifs. Nous écouterons la seconde, Adoneinu Eloheinu.
C'était Adonenu Eloheinu de Joaquin Nin Culmel, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. J'avoue que j'aime beaucoup cette chanson que je chante aussi, et on a un petit désaccord entre Sarah Yankou et moi, parce qu'elle dit que c'est une version de Tétouan, et moi je pense que c'est une version balkanique. Pour rester avec les compositeurs non juifs qui ont écrit des œuvres profondément juives, ou du moins dans lesquelles les juifs se reconnaissent, parlons maintenant de Max Bruch. Max Christian Friedrich Bruch est un compositeur allemand, né à Cologne le 6 janvier 1838 et mort à Berlin le 2 octobre 1920. Le grand public ne connaît de lui pratiquement que son premier concerto pour violon en sol mineur, et les juifs, eux, connaissent surtout son Kol Nidre. Mais il est l'un des compositeurs les plus prolifiques de son époque. Son père est un officier de la police et sa mère, une soprano et professeure de chant. Il commence à composer dès l'âge de 9 ans. En 1852, à 14 ans, après un concours, il obtient une bourse de la Fondation Mozart à Francfort-sur-le-Main qui lui permet de se payer des professeurs prestigieux comme Karl Reinecke et Ferdinand Hiller, avec lesquels il travaille pendant 4 ans. Il enseigne pour gagner sa vie et compose ses premiers opus. Il est nommé chef d'orchestre à Mannheim en 1863, où il compose son fameux premier concerto pour violon en sol mineur qui consacrera sa réputation. En 1870, il devient chef d'orchestre à Berlin et en 1880, c'est à Liverpool qu'il dirige. Et c'est là qu'il compose le Kol Nidre que nous allons écouter tout à l'heure. C'est une longue méditation au violoncelle, bâtie sur 2 mélodies hébraïques destinées à la communauté juive de Liverpool où il vivait. On reconnaît bien la prière qui ouvre l'office de Kippour. Cette œuvre deviendra plus tard une des liturgies les plus courantes du milieu ashkénaze pour la fête de Yom Kippour, le grand pardon. Arnold Schoenberg critiquera le sentimentalisme du violoncelle, trahissant selon lui le texte religieux. Mais cela ne ternira pas son succès. Écrite pour violoncelle et orchestre, cette œuvre a fait l'objet de multiples arrangements pour toutes sortes de formations, certaines par Bruch lui-même, dont celle-ci, pour violoncelle et piano, et certaines par d'autres compositeurs. C'est une pièce assez longue et très intérieure. Je ne suis pas d'accord avec Schoenberg qui la trouve trop sentimentale, mais elle est intime et profonde. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et fermez les yeux. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement. C'est très beau.
C'était le très beau Kol Nidre de Max Bruch, magnifiquement interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Je ne veux pas terminer sur une œuvre aussi profonde, alors je vous propose de découvrir la musique d'un autre musicien très peu connu hors du monde juif, et même là pas tant que ça. Il s'agit de Joachim Stuchevski. On va brièvement survoler sa vie. Il est né en Ukraine en 91 dans une famille de klezmorim, alors dès l'âge de 5 ans, il rentre dans l'orchestre familial. Puis il étudie le violoncelle et après un passage à Zurich où il rencontre le musicien Joel Engel, il se fixe à Vienne. Il appartient à un quatuor renommé qui fait connaître la nouvelle musique des Schoenberg, Berg et Webern et cofonde la Société pour le développement de la musique juive de Vienne. En 1938, il émigre en Palestine où il continue à donner concerts et conférences et voyage dans le pays pour recueillir les chansons et musiques chassidiques. Ses œuvres auxquelles il se consacre plus intensément à partir des années 50 combinent les idiomes traditionnels des diverses traditions juives et un langage musical moderne. Son travail a été bien reconnu et il a reçu de nombreux prix avant de s'éteindre à Tel Aviv en 1982. Nous allons entendre un extrait de sa suite chassidique en 4 morceaux composée en 1946, La danse. C'était Danse chassidique de Joachim Stuchevski, interprétée par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Je vous rappelle les références de cet album. C'est Mélodies hébraïques pour violoncelle et piano par Sarah Yankou et David Bismuth dans la collection classique des publications de l'Institut européen des musiques juives de Paris. Pour vous procurer cet album, allez sur le site de l'Institut européen des musiques juives au www.iemj.org et vous y trouverez tous leurs albums. Saluons au passage le très beau travail que fait l'Institut européen des musiques juives. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.